Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Trends Bourse. Autant dire qu'on a du pain sur la planche. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors je suis vraiment contente qu'on se retrouve parce que je vais être honnête, depuis le temps qu'on se croise et qu'on parle des marchés, je pensais quand même être capable doucement d'appréhender un petit peu les humeurs en fonction des résultats. Et là, dans l'actualité de ces derniers jours, honnêtement, j'ai pas compris la réaction des marchés. Alors on va évidemment revenir sur ces taux d'inflation aux États-Unis. Et puis on parlera de résultats, entre autres ceux de Lotus Bakeries. On se penchera également sur les résultats de KBC et de Barco. Un joli programme donc. Et commençons sans tarder. Parlons de ces taux d'inflation aux États-Unis. Guy, surprise, ces taux repartent à la hausse. Et donc, en plus, comme on s'y attendait pas du tout, moi je me suis dit les marchés vont franchement pas bien prendre la nouvelle. Et très honnêtement, on a l'impression que ça leur est passé mais largement au-dessus de la tête. Mais oui, tout à fait. Rappelons donc que cette inflation américaine pour le mois de janvier est mauvaise. On est remonté à 3%. C'est pas la première remontée, et ce sera peut-être pas la dernière. L'inflation donc s'est accélérée en fait ces derniers mois parce que 3% c'est sur un an. Mais petite remarque, d'un mois à l'autre, ça fait 0,5. En décembre déjà, d'un mois à l'autre, c'était 0,4. Mais 0,5 sur un mois, ça équivaut à 5,5% sur un an. Donc ça veut dire que ces tout derniers mois, effectivement, l'inflation est quand même très élevée pour différents facteurs. Les hôtels, le prix des hôtels a augmenté notamment. Mais alors, il y a un élément qu'on doit citer pour l'anecdote, parce qu'en réalité, d'une anecdote, c'est devenu quelque chose de très important, c'est le prix des œufs, qui a explosé en raison de la grippe aviaire. Le prix a grimpé de 53% sur un an. Ça devient presque un problème national. Est-ce que Donald Trump va déclarer l'état d'urgence ? Je ne sais pas. On n'est pas loin de ça. Ça fait un foin du tonnerre aux États-Unis. Bon, donc très mauvaise inflation. Le core, l'inflation de base hors énergie alimentation, on est passé de 3,1 en décembre à 3,3% en janvier. Donc c'est vrai que ça va très mal sur le front de l'inflation. Et surtout que le consensus sur tous les chiffres s'attendait à une baisse de cette inflation. Oui, c'est une très mauvaise surprise, c'est un mauvais chiffre et, on l'a dit souvent, c'est une mauvaise surprise, ce qui est encore plus grave évidemment. Alors il faut bien remarquer que Jérôme Powell, donc le président de la Federal Reserve, a été très apaisant commentant ces chiffres. Il ne s'en est pas ému, tout en laissant clairement entendre que c'est pas ça qu'il allait le décider à baisser le taux de base de la Banque centrale prochainement, bien entendu. Où il y a moins d'un tiers aujourd'hui des observateurs qui tablent sur une baisse en juin. Ils étaient presque à la moitié avant annonce de l'inflation. Donc bon. Mais c'est vrai que le marché ne s'en est pas ému. Le jour même, la bourse, moins 0,3%. C'est pas bien grave. Elle a remonté les jours suivants. Le taux d'intérêt, un petit peu plus haut le jour même. Ils ont rebaissé les jours suivants. Donc, business as usual, benign neglect, pourrait-on même dire. Remarquons quand même que ces chiffres qui sont pas bons, ne tiennent pas encore compte par définition de l'augmentation des taux de douane décidés par le président. Donc l'inflation, honnêtement, en 2025, c'est pas gagné du tout. Il va quand même faire un petit peu attention aux taux d'intérêt, comme d'habitude. C'est-à-dire il suffit d'un Jérôme Powell apaisant pour rassurer les marchés, en fait. Est-ce que c'est lui qui les a apaisés véritablement ? Peut-être bien, mais donc, visiblement, cet homme a une grande influence. Il doit faire de l'ombre à Donald Trump, à mon avis. Non, mais c'est incroyable. On a vu les marchés réagir parfois à des nouvelles moins mauvaises que ça. Et là, il se passe rien du tout. Il se passe rien alors que l'inflation est mauvaise. Bon, voilà. Allez comprendre, comme dirait l'autre. On sera attentif et on essayera de comprendre. Parlons des résultats de KBC qui sont sortis de pas trop mauvais résultats en fait. Non, et c'est amusant parce que ça mérite d'être relevé à ce titre-là. Les commentaires en général, c'est très bons résultats. Oui et non. En fait, quand on se penche sur les chiffres tout simplement, le bénéfice 2024 est en hausse de 0,38% par rapport à 2023. On va dire bénéfice stable. Alors, où est la bonne nouvelle ?
parce qu'en fait, ça compense pas l'inflation, ça, soyons clairs, on est loin de compte. C'est que la direction a signalé que la banque avait fait au 4e trimestre une excellente performance commerciale. Les revenus d'intérêt plus 5%, les revenus de commission plus 17%, ça n'est pas vilain. Et finalement, l'année 2025 se présente bien. La direction table sur un revenu total en hausse de 5,5%. Donc KBC, il n'est pas anormal que KBC ait vu son cours progresser de 4% au lendemain de cette annonce. Maintenant, pas d'emballement, soyons clairs. Les analystes sont partagés entre acheter et conserver. Il y en a même 2 qui sont à la vente. Et l'objectif de cours moyen est égal au cours actuel, tout simplement. Donc, il n'y a pas de raison de se ruer. Maintenant, rappelons que KBC a progressé de 30% en un an, ce qui n'est pas vilain et on peut comprendre que l'on n'imagine plus que ça continue en cette année-ci. Finalement, c'est la façon dont on présente les résultats qui peut impacter la réaction des marchés. Beaucoup. Exemple, entre autres, avec Barco, autres résultats qui ont été publiés. On a des chiffres 2024 qui sont en recul. Et pourtant, les marchés se sont sentis satisfaits avec ces résultats-là. Oui, mais c'est un petit peu la même chose que pour KBC. KBC, très bonne fin d'année, donc très bon dernier trimestre. Et Barco, c'est pareil. Premier semestre avait été mauvais, mais le deuxième est bon. Alors, rappelons, si besoin en était, que Barco est une sinistrée de la Bourse de Bruxelles. Au début 2020, avec le Covid, le cours s'était effondré véritablement de 34 à 15 euros. Le terme effondrement n'est pas excessif. Un grand sursaut ensuite et réeffondrement, moins de 10 euros le mois dernier en janvier. C'est vrai que la société a signé des déceptions semestre après semestre. Mais les résultats 2024 sont meilleurs que prévu, comme vous l'avez dit effectivement. C'est pas pour rien que le cours a bondi de 15% le jour même. 15%, ça sort de l'ordinaire. Hein. Alors, dans l'absolu, non, c'est pas ça du tout. 2024, moins 10% pour le chiffre d'affaires, bon. Mais ce qui a agréablement surpris, c'est que visiblement, le second semestre a donc été bon, bien meilleur que le premier, à tel point que si le cash flow d'exploitation, les fameux EBITDA des analystes, baisse de 15% sur un an, il est supérieur aux prévisions de 17%. Donc on s'attendait vraiment à de très mauvais, et c'est seulement un peu mauvais pour l'ensemble de l'année. Mais c'est satisfaisant. Voilà, donc c'est toujours très relatif, une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. On ne le rappellera jamais assez. Mais donc, second semestre visiblement meilleur. En fait, la marge a plus que doublé. Elle est passée de 8,1 à 16,7%. Flattée par une opération financière, c'est vrai. N'empêche que visiblement, la rentabilité s'est redressée. Et ça, c'est quand même toujours une très bonne nouvelle, évidemment. Alors, 2025... a très bien commencé, avec très grosse commande. Barco, qui est un spécialiste notamment des écrans pour salles de cinéma, va en équiper 4000, pas mal. Par contre, évidemment, il y a un grand nuage qui plane sur cette entreprise dont... Laissez-moi deviner, Donald Trump. Eh oui, encore et toujours, ce cher Donald, enfin, façon de parler, ce cher pour nous peut-être au niveau des droits de douane, effectivement. Mais les États-Unis représentent quasiment la moitié du chiffre d'affaires de Barco. Voilà. Et c'est un marché qui fonctionne bien, contrairement à la Chine, grosse exception. L'Europe est un peu en panne. Alors, quid des droits de douane? Évidemment, sur la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais bon, enfin, soit. Ceci étant, grosse inconnue, que penser de l'action? Une incertitude que n'aiment pas les marchés, généralement. Ah, c'est bien connu que l'incertitude, ils ont horreur de ça. Mieux vaut une bonne nouvelle certaine qu'une bonne nouvelle qui n'est pas certaine du tout. Une mauvaise nouvelle, bon. Le dividende sera en hausse, ok, très bien. Le bénéfice 2024 représente 81 cents par action. Ça veut dire qu'au cours actuel, l'action n'est pas chère, c'est vrai. Elle n'est pas pour rien non plus. Faut-il se ruer? On peut peut-être imaginer qu'on pourrait miser un peu sur Barco. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il est vraiment trop tard pour vendre maintenant. On ne vend plus, en tout cas. C'est une chose certaine. Alors, vous avez parlé de subjectivité dans l'interprétation. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est pourquoi chez Umicore, par exemple, on n'a pas trouvé de subjectivité d'interprétation. Là, c'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Ben non, ce n'est pas bon. On s'attendait à ce que ce soit mauvais, et c'est mauvais. Donc, alors, pourquoi est-ce que ça réagit mal? Mais ça réagit. Mais en fait, il faut quand même observer une chose, c'est que certains espéraient des résultats meilleurs que prévu. Le cours du Micor avait grimpé pendant plusieurs jours avant l'annonce des résultats, et en fait, à l'annonce des résultats, il a reperdu ce terrain-là, tout simplement. Donc, c'est retour à la case départ, en quelque sorte. Les résultats sont mauvais à cause toujours de la division batterie. Umicore n'a pas choisi la bonne technologie. Du moins, est-ce ce qu'on peut penser maintenant? Est-ce que le marché pourrait se retourner? Donc voilà, ça n'est pas bon. Alors que les activités historiques fonctionnent plutôt bien. Umicore n'est pas en perte. Ils sont quand même de l'ordre de 700 millions de bénéfices. Ce n'est pas négligeable. Mais bon, les batteries pèsent très lourdement, même si elles ne contiennent plus de plomb. Elles pèsent très très lourdement sur l'action. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà. Bon, il faudra encore attendre. Alors, il y en a un autre qui a un peu souffert, si je puis dire, de la mauvaise humeur des marchés et où là, ils ont été intransigeants. C'est Lotus Bakeries, qui pourtant, sur papier, remet de bons résultats. Oui, de très bons résultats. Mais en fait, parce qu'ils sont bons pour l'ensemble de l'année, mais ils sont moins bons au second semestre que pour le premier. À retenir le chiffre d'affaires, parce que tout simplement, et c'est ça qui est important. Donc, plus presque 16% pour l'année. Oui, mais au premier semestre, on n'était pas loin de 20%. Donc, ça signifie un grand ralentissement au deuxième semestre. On dit, que se passe-t-il? Le patron de l'entreprise l'a expliqué. Il a déclaré « Nous ne pouvons pas croître plus vite car nous n'avons pas les capacités de production nécessaires. » Il y a une usine qui est en construction, qui est prévue en Thaïlande, ce sera pour 2026 seulement, et ici, ils sont coincés. Alors, une entreprise en forte croissance, c'est très bien, mais si tout à coup, elle s'aperçoit qu'elle est un peu en panne, là, on s'inquiète. Et alors, le marché ne l'a pas compris tout de suite, et ça, c'est quand même très intéressant. Il fallait absolument parler de Lotus Bakeries à ce titre-là. Les chiffres sont publiés, la bourse salue ça, avec une hausse de 1,3% à l'ouverture, et en clôture, le même jour, moins 8,7%. Alors, pour celui qui n'a pas suivi ça, il dit, mais il s'est passé quoi là? Est-ce qu'on a kidnappé le patron, l'usine a flambé? Mais non, finalement, on est passé du résultat brut à l'explication donnée au fait que la croissance est en train de se ralentir. Disons que quand même, Lotus Bakeries, pour rappel, est une étoile filante de la bourse de Bruxelles. Le cours avait déjà pas mal baissé, mine de rien. On avait noté un plus haut de 12 580 € en automne. On était revenu à 10 000 environ. Après cette chute et la poursuite de cette chute les jours suivants, on était même tombé en dessous de 9 000. Puis rétablissement 9 200 en fin de semaine passée. Ça fait quand même moins 27% en 3 mois. Et ça fait, pour celui qui aurait acheté à l'ouverture, bonne nouvelle, ça fait moins 10% sur 3 jours. Donc voilà, il faut quand même un peu se méfier. Pour celui qui n'a pas encore acheté, ça n'en fait pas une opportunité? Mais c'est ce qu'a déclaré ING en disant, là, c'est l'occasion d'acheter, et le cours a rebondi alors au-delà de 9 000, à 9 200 fin de semaine dernière. Pourquoi pas? Tout en se rendant bien compte que ça reste une action très chère. Comme toutes les actions de qualité, évidemment. Et donc Lotus qui remet des bons résultats et qui, malgré de bons arguments, ne convainc pas les marchés. Quelle leçon on pourrait tirer cette semaine? Mais je dirais donc que une première leçon, c'est écouter ce que dit la direction. C'est en général ça d'ailleurs qui dicte la conduite du cours, en fait. Quand il relativise les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles, quand il donne une prévision pour l'année, ce qu'il n'a pas fait Lotus. Mais la deuxième leçon, c'est que Lotus Bakeries, super vedette de la bourse de Bruxelles, un cours multiplié des centaines, etc., est une action un petit peu comme Nvidia, très chère, avec un rapport court-bénéfice de l'ordre de 50 et même de plus de 50. Mais on voit bien, comme pour Nvidia avec DeepSeek, il n'y a pas longtemps, que la moindre contrariété, il ne s'agit pas de vraies mauvaises nouvelles, mais on va dire contrariété, le cours chute très fortement. Donc une action de grande qualité peut rester chère pendant des années. Trop cher, non. Cher, en tout cas, très cher. Mais la moindre mauvaise nouvelle, ce cours chute beaucoup plus que celui d'autres valeurs. Donc c'est un danger qui menace toujours les actions de qualité. On ne peut jamais l'oublier tout à fait.
Merci beaucoup Guy pour ces précieux conseils et ce petit tour de l'actualité des marchés. On se retrouve dans 15 jours. Absolument. Pour un nouvel état des lieux. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que tous ces épisodes sont disponibles sur nos plateformes pour les réécouter à l'infini et les partager également si vous le souhaitez. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre contribution hebdomadaire au podcast Trends Investing. Je m'appelle Luc Charlier et je suis investment strategist chez ING Belgique. La question traitée aujourd'hui est de savoir si le sursaut des actions européennes est tenable. Le fait marquant de ce début d'année sur les marchés boursiers est que les perdants de 2024 tiennent la dragée haute aux gagnants. Globalement, les investisseurs se montrent plus prudents quant à la thématique de l'intelligence artificielle et semblent vouloir désormais privilégier les actions moins valorisées que l'on retrouve notamment en Europe. Du coup, la bourse américaine et son secteur technologique sont un peu à la traîne. Il faut dire qu'ils doivent aussi composer avec une plus grande concurrence depuis l'entrée en piste du chinois DeepSeek dans la course à l'intelligence artificielle générative et une plus grande instabilité économique en raison de la guerre tarifaire engagée par Donald Trump. Depuis le début de l'année, les gains des indices S&P 500 et Nasdaq se limitent grosso modo à 2%, alors que l'indice des 600 principales actions européennes affiche une progression de 9% et culmine à de nouveaux sommets historiques. Ce déplacement des capitaux vers les actions continentales s'explique par essentiellement 4 facteurs. Tout d'abord, les actions européennes n'ont plus été aussi bon marché depuis quasi 5 ans. Elles se traitent à 15 fois leurs bénéfices attendus contre un multiple de 22 pour leurs concurrents US. Ensuite, l'Europe est confrontée à des révisions à la hausse des prévisions bénéficiaires alors qu'aux États-Unis, on observe un phénomène inverse. L'arrivée sur le marché de modèles d'intelligence artificielle moins chers et plus économes en énergie est favorable aux entreprises européennes dans de nombreux secteurs. Cela devrait en effet leur permettre d'intégrer cette nouvelle technologie dans leur processus commercial et générer plus de ventes à moindre coût avec à la clé plus de profits. Autre facteur de soutien, on perçoit un espoir croissant que le conflit en Ukraine puisse se solutionner dans les mois à venir. Par ailleurs, l'instabilité politique en France semble s'être atténuée et les élections en Allemagne semblent devoir déboucher sur la mise en place d'une politique fiscale plus expansionniste. Quant à l'hypothèse d'une guerre commerciale avec les États-Unis, il n'est pas exclu que les menaces tarifaires brandies par Donald Trump soient finalement davantage un outil de négociation qu'une véritable passe d'armes. On peut encore mentionner la Banque centrale européenne qui se montre de plus en plus accommodante, surtout en regard de la Réserve fédérale américaine qui semble être entrée dans une phase de statu quo monétaire. La BCE devrait encore baisser ses taux directeurs de 1% cette année et soutenir la croissance économique et l'élan haussier des actions sur le vieux continent. À condition bien sûr que l'inflation continue à se rapprocher de son objectif de 2%. Même si le bon départ de l'Europe en 2025 suscite de l'optimisme, nous maintenons notre exposition neutre sur la région car le rebond des actions européennes est si violent que l'on peut déjà observer des signes de surchauffe qui pourraient conduire à un tassement des cours. De plus, les fondamentaux européens, et en particulier l'activité manufacturière et des services, restent faibles et le marché continue à intégrer une importante prime de risque liée à la guerre en Ukraine et au potentiel conflit commercial avec les États-Unis. L'écart de performance entre les actions qui ont le plus gagné depuis l'invasion russe en Ukraine il y a 3 ans, comme la défense et l'énergie, et celles qui ont le plus souffert, comme les compagnies aériennes, les loisirs, les produits chimiques et les banques, a certes commencé à se réduire, mais il reste encore important. Pour que cet écart de performance continue à se contracter, il faudra qu'intervienne une trêve en Ukraine. Autre bémol, il faut se souvenir que lorsque les actions européennes surperforment leurs concurrents US, cela ne dure généralement pas très longtemps. Il faut donc être rapide pour profiter de l'occasion lorsqu'elle se présente. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.